Algérie, me voilà de retour. À la mémoire d'André et Berthe, mes parents, et en exergue, cette phrase d'Albert Camus: «C'est une grande folie et presque toujours châtié de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre 40 ans ce qu'on a aimé ou dont on a fortement joui à 20». Qu'est-ce qui m'a pris tout à coup? Pourquoi, en cette fin d'année 2015, ai-je décidé de faire ce voyage de retour en Algérie, ce pèlerinage sur les lieux de mon enfance et de ma jeunesse? Pourquoi maintenant? Ce voyage que j'ai envisagé, rêvé tant de fois pendant 50 ans et auquel j'ai chaque fois renoncé, pourquoi maintenant? J'ai déjà évoqué cela dans Algérie, Algérie, que me veux-tu? Que j'ai publié en 1999. Il y a du mystère là-dedans, dans cette décision soudaine. Va pour le mystère. Ce n'est pas un coup de colère qui m'a pris, comme celui de Jules Roy, un 1er novembre, jour de Toussaint, se révoltant tout à coup contre le fait que seuls ces morts ne recevaient jamais de visite à la Toussaint. Alors il n'y aurait plus que les Français de France à honorer leurs morts le 2 novembre. Les miens vont rester à Sidi Moussa sans que jamais personne ne vienne les voir? Nom de Dieu, je vais traverser la mer, je vais leur porter des roses. Il partit alors porter des roses à ces morts de Sidi Moussa et en fit au retour un livre très émouvant: «Adieu ma mère, adieu mon cœur». Pour moi, la décision de revoir l'Algérie plus de 50 ans après mon départ est venue sereinement. Elle s'est imposée un jour de fin 2015 avec une force tranquille. Il fallait que je retourne vers ces lieux où je fus un enfant, puis un jeune homme heureux, et j'étais prêt. La décision avait mûri, lentement, inconsciemment, et c'était l'heure de son éclosion. Quant à moi, je n'allais nullement vers mes morts, mais plutôt vers des lieux évocateurs des bonheurs de l'enfance. Mais les morts, comme on le verra, et comme je le dirai, se sont invités et ont été, d'une certaine manière, au rendez-vous. En vérité, j'ai pris conscience qu'à l'âge où je suis parvenu, 72 ans, si je ne le faisais pas ce voyage maintenant, je ne le ferais peut-être jamais. Bien sûr, je ne suis pas tout à fait au bout du chemin et j'espère bien continuer mes voyages, mes séjours à Paris, à Venise et dans cette Tunisie qui, depuis tant d'années, et grâce à mon ami Rachid, m'a aidé non pas à oublier l'Algérie, mais à la remplacer un peu. Il me semblait aussi que ce voyage bouclerait un peu ma vie, parachèverait ce que je m'étais promis. Les peurs, les craintes que j'évoquais en 1999 ont-elles disparu? Non, elles restent tapies au plus profond, mais elles sont des émotions loin des réalités et il s'agit de ne pas se laisser happer par elles. C'est vrai que les 18 ans que j'ai vécus dans ce pays ont été marqués par la guerre et la violence. J'en ai été préservé par mes parents et par l'insouciance de la jeunesse, mais cette violence diffuse était là
enveloppant notre vie et nous interdisant, par exemple, de faire du tourisme dans ce pays si beau, mais que j'ai, dans le fond, peu connu. Mon grand-père Arnold et mon oncle Marcel ont été assassinés dans la campagne sédifienne en 1957 par le FLN. Et un tel événement, même si mes liens avec ce grand-père et cet oncle étaient assez distendus, ne pouvait que marquer durablement un jeune garçon de 12-13 ans. J'ai écrit dans Algérie, Algérie, que me veux-tu, que je n'avais pas été élevé dans la peur et dans l'hostilité aux Algériens, et que j'avais d'ailleurs, ce faisant, accompli des imprudences que beaucoup auraient qualifiées de folie. Mais ce climat général étant posé, je n'ai pas eu une conscience claire des enjeux et des perspectives historiques. À quel moment ai-je pris conscience qu'il me faudrait quitter ce pays? Je n'en ai pas gardé le souvenir. Dire que j'étais trop jeune n'est sans doute pas une explication suffisante, même si la jeunesse a eu son rôle. En réalité, j'ai été préservé, protégé, éloigné des passions de l'époque par ma famille, qui sentait bien que le drame était là, mais que, comme dans les tragédies antiques, il n'y avait rien à faire et que le destin était là, inexorable. J'entendais également parler souvent, trop souvent, d'attentats, de bombes. Enfin, dans ma 18e année, mes parents me firent interrompre mes études au lycée Bugeaud à Alger pour les poursuivre à Sétif, loin de l'OAS, cette organisation criminelle et violente qui voulait m'enrôler dans sa funeste et inconséquente besogne. Tout cela m'avait nécessairement marqué, et sans doute plus qu'on aurait pu le penser. Et cette crainte était demeurée tapie au fond de moi. Mais ces craintes ne m'ont pas empêché de songer à ce voyage de retour. Une première fois dans les années 80, j'avais envisagé ce voyage que j'avais souhaité faire avec ma mère. J'avais un peu avancé dans la préparation et j'avais même repris contact à cette occasion avec une famille de Constantine qui avait été notre voisine dans les années 50. Mais ce voyage ne s'est pas fait. Pourquoi? Je ne saurais le dire aujourd'hui. Ce voyage que je ne fis pas m'a conduit à écrire mon premier livre, Algérie, que me veux-tu, paru en 1999, et qui est consacré à l'histoire de ma famille paternelle, venue de la Suisse, dans les bagages de la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, société de colonisation favorisée par Napoléon III, qui avait une sorte de dette à l'égard de la Suisse qu'il avait accueillie pendant son exil. J'ai continué en écrivant sur Camus et son amour de l'Algérie, puis j'ai écrit des nouvelles qui avaient également pour thème l'exil et même Mon tombeau pour mes chiens, ce livre consacré à mes chiens m'a donné l'occasion de me souvenir d'une partie de ma vie en Algérie et de cette période où ma famille a quitté Constantine pour Alger. Tous mes écrits se sont donc rattachés à l'Algérie et disent bien le manque. Mais dans le fond, n'ayant vécu que 18 ans dans ce pays et 18 ans de guerre, je n'y ai guère voyagé et ce dont je me souviens est à la vérité bien limité. Il faut donc que je vous parle de l'Algérie. Et c'est là toute une histoire, mon histoire.
même si je n'ai vécu que les 10 premières années de ma vie dans ce pays. Pour l'Algérie, j'ai eu nostalgie et colère. À Pau, où j'ai vécu l'essentiel de ma vie, rien ne me rattache, ni ne me rappelle l'Algérie, et dans le fond, personne autour de moi ne sait vraiment combien ce pays a compté. Pourtant, s'il y a une chose à laquelle je n'ai jamais cessé de penser, c'est bien à ce pays, à mes aïeux qui y ont vécu et à mes 18 années de jeunesse. L'Algérie a été un grand sujet de ma vie. J'y suis né, j'y ai passé les 18 premières années, celles de la jeunesse, et je l'ai quitté en 1962 avec beaucoup d'autres. Il n'y a pas d'année depuis où je n'ai pensé à cette terre. La nostalgie, avec ses hauts et ses bas, et avec sa force, m'a conduit à écrire. Algérie, Algérie, que me veux-tu? J'y renvoie mes lecteurs, ceux qui voudront approfondir et mieux encore me connaître. Dans un premier livre, il y avait une recherche historique, celle de ma famille paternelle, suisse d'origine, est venue, comme je l'ai dit, à Sétif, dans le cadre de la colonisation opérée par la Compagnie genevoise. Mais depuis ce départ de 1962, j'ai toujours souhaité retourner en visite et j'ai toujours remis ce voyage qui, en définitive, ne s'est jamais fait. Pourquoi? C'est ce que j'ai essayé de rechercher en moi et aujourd'hui encore, je n'ai pas une réponse claire et définitive. Peut-être en raison de ce qu'écrit Albert Camus. C'est une grande folie et presque toujours châtiée que de revenir sur les lieux qu'on a aimés à 20 ans. Ayant quitté ce pays à 18 ans, je n'ai eu aucun mal à m'adapter à une nouvelle vie. Et à l'exception de cette nostalgie, j'ai mené mon chemin à Pau, professionnellement et sentimentalement. L'exil, qui porte le plus souvent en lui l'espoir d'un retour, ce qui n'était pas le cas pour moi, m'a souvent conduit à rechercher ce paradis perdu qu'on ne retrouve jamais. Si j'ai séjourné dans de nombreux endroits sans m'attacher vraiment à aucun, c'est en cause c'est sans doute à cause de ce sentiment. Alors l'Algérie, il y a ce que je sais pour l'avoir entendu, pour avoir scruté de vieilles photos, ces souvenirs qui n'en sont pas de mes premières années, mais une chose est sûre, c'est que je me suis ouvert à la lumière, aux odeurs, à la rare végétation, au paysage de ce pays et cela ne m'a plus quitté. Il y a des odeurs que je ressens parfois à l'évocation de tel ou tel endroit, l'odeur de terre séchée, mouillée par une ondée, cette odeur qui évoque pour moi le jardin de la villa que nous habitions à Constantine, l'odeur du jardin de ma grand-mère maternelle, au fond d'Oucques, dominée par celle des larges feuilles vertes couvertes de poussière, des figuiers de Barbarie, qui formaient la haie du jardin vers l'extérieur. C'est ainsi que je m'explique mes préférences en matière de paysage. J'aime plus la sécheresse que la verdure triomphante, la Méditerranée que l'océan, les bois de pins plutôt que les forêts de chênes. Ces quelques images que j'ai de ma première jeunesse, de mes 4 à 5 premières années, qui me viennent de ce que l'on m'a dit et de quelques photos, me rattachent à une ferme sur les hauts plateaux sétifiens du côté de la commune des Olmas. Cette ferme, c'est Guinguette, qui appartenait à mon grand-père. Quelques photos me donnent à voir une vieille bâtisse en pierre, avec autour des bâtiments agricoles, tout cela déjà à l'époque bien rustique, et donnant le sentiment non de l'opulence,
mais presque de la misère. En tout cela n'avait rien de la ferme coloniale, telle qu'on se l'imagine, belle bâtisse à colonnade avec sa terrasse donnant sur des vergers et de fleurs. Mon père a exploité cette ferme pour le compte de son propre père pendant quelques années, avant d'intégrer, en raison de mauvaises affaires dans cette propriété, la police judiciaire à Constantine en 1952. J'avais alors 8 ans et je n'ai donc passé que quelques années à Guinguette. Je ne crois pas en avoir gardé de souvenirs directs. Ce que je sais de ce passage, je le dois au récit familial et à quelques photos, et cependant, des réminiscences ou des récits, deux seules images me demeurent, deux scènes dont je finis par me demander si je les ai vraiment vécues, et si oui, pourquoi elles demeurent dans ma mémoire alors que tout le reste a disparu. D'abord, paradoxalement, une belle scène de neige. Nous sommes dans une voiture tirée par des chevaux totalement fermés et nous traversons des paysages de neige pour nous rendre chez l'oncle Marcel dans une autre ferme, elle a Criche. Je ne vois ni le départ ni l'arrivée. Je sais, j'ignore comment, que c'est Noël et ce voyage dans un paysage féerique, pas inhabituel à cette époque dans la région de Sétif, m'enchante. C'est parce que c'est une des premières fois que je vois la neige en abondance, calfeutrée au fond d'une voiture dans cet événement que cet événement m'a marqué suffisamment pour que plus de 72 ans après, je m'en souvienne encore. Depuis, j'ai toujours aimé les paysages et les moments de neige à Constantine, à Pau et ailleurs. La deuxième scène est plus forte et a été plus traumatisante. C'est sans doute pourquoi je l'ai encore en mémoire. Nous étions bien isolés dans cette ferme sur les hauts plateaux. Le premier village, qui s'appelait alors Saint-Arnaud, devait être à une vingtaine de kilomètres. À part quelques douars environnants, dont venaient les travailleurs à la ferme, il y avait à certaines époques de l'année des tentes de nomades en poil de chèvre, un peu au loin, dont nous voyions fumer les braseros. Tout cela pour dire que la sécurité devait être un problème, et notamment la protection contre le vol des récoltes. Et c'est ici que j'ai le souvenir qu'un soir, la nuit étant tombée, mon père, probablement alerté, m'avait amené dans sa voiture et qu'il avait fait la chasse à des voleurs en les poursuivant avec sa voiture tout phare allumé, faisant mine de vouloir les écraser. Ces voleurs couraient devant nous dans les phares en criant, et j'en avais été terrorisé, suppliant mon père de s'arrêter. C'est tout. Je ne sais rien de la suite. Seule cette image d'une voiture phare allumé poursuivant des personnes me reste en mémoire. À y réfléchir, elle est assez évocatrice de cette vie que menaient alors dans ce pays les colons riches et moins riches, une vie dans l'isolement, dans une forme d'insécurité et aussi dans un sentiment de toute-puissance, faisant régner leur justice à leur manière. On critiquera, mais comment pouvait-il en être autrement? En était-il autrement au Far West, au temps de la conquête? Il me reste donc fort peu de cette courte période de ma vie, et comme la ferme a été détruite pendant la guerre d'indépendance, j'aurais bien du mal à trouver quoi que ce soit si j'y retourne, comme j'en ai fait maintes fois le projet, mais laissons cela que j'ai déjà évoqué. Enfin, pour terminer sur cette époque de ma vie, 3 photos qui, elles aussi, disent beaucoup. La première est celle de la maison avec sa tonnelle dans laquelle grimpe du chèvrefeuille,
Sur cette photo en noir et blanc, c'est une masure que l'on voit. Mais autant je garde les odeurs de la maison de ma grand-mère au fond d'Oug près d'Alger, autant ici cette photo ne me renvoie rien. J'y ai vécu, mais tout cela est parti et n'a laissé aucune trace. Les pierres de la maison détruites ont rejoint la nature qui a repris ses droits, et de ce temps-là, maintenant que la plupart des protagonistes sont morts et que mon cerveau n'imprimait pas encore, il ne reste que cette petite photo en noir et blanc avant qu'elle-même ne se perde ou ne se détruise aussi. Une autre petite photo en noir et blanc, devant un mur de pierres sèches, assise sur une simple planche en guise de banc, ma mère et Marinette, la femme de mon oncle Marcel, juste devant une carriole improbable, faite d'une sorte de niche de chien, dont on aurait retiré le toit, avec deux petits trous à l'arrière et une plus grande devant, ressemblant en plus sophistiqué à ces planches munies de roulements à billes que j'utiliserai plus tard à Bellevue pour descendre à toute vitesse quelques rues de mon quartier. Enfin, une image que j'ai déjà évoquée dans Algérie, Algérie, que me veux-tu? Je suis installé à cru sur une vieille haridelle qui semble avancer à pas très lents, mais suffisamment rapidement pour que ma sœur Simone, âgée de 3 ou 4 ans, nous suive avec difficulté. Mes parents ayant fait, comme je l'ai dit, de mauvaises affaires dans cette ferme, à la terre si ingrate, mon père s'engagea dans la police judiciaire et fut nommé à Constantine. Voilà que s'ouvre alors la plus belle période de mon enfance, la période du bonheur qui m'a donné tant d'assurance et d'équilibre pour affronter la vie. Nous avons habité le quartier de Bellevue-Supérieure, successivement dans 2 villas, et la seconde rue Jules Verne était au pied de l'école Jean Jaurès. Comment ce petit quartier de maisons pavillonnaires, banales, où rien d'exceptionnel ne retient, peut-il continuer à me toucher ainsi? J'ai vécu et je vis dans des lieux sans commune mesure, beaucoup plus beaux. Mon appartement de Pau s'ouvre sur la chaîne des Pyrénées, quelquefois enneigée, toujours majestueuse et aux couleurs changeantes. À Venise, l'appartement que j'ai longtemps loué donne sur le canal de la Giudecca et sur les grands navires qui y passent lentement, porteurs de rêves. À Paris, je suis voisin du canal Saint-Martin. De même que je ne visite jamais les banlieues des villes où je séjourne, personne, visitant Constantine, qui est une ville magnifique, pittoresque, à cheval sur les gorges du Rumel, n'irait visiter Bellevue. Comment expliquer que je pense cependant à ce petit quartier de Bellevue-Supérieure? Oh, tout simplement parce que c'est l'endroit où j'ai sans doute été le plus heureux, à cet âge où l'on découvre tout et où aucun souci d'avenir ne vous encombre encore. Charles Trenet chante que sa jeunesse court dans les sentiers et dans les Pyrénées. Moi, elle court et virevolte dans les petites rues de ce quartier de Constantine. On appelait cette partie du quartier les 7 tournants, car juste au sortir de notre maison se trouvait d'abord une petite placette, bien grand mot pour désigner une simple étendue de terre bordée par un mur, au-delà duquel se trouvait un vide de 2 à 3 mètres, et de nouveau à l'époque la campagne à perte de vue. Cette placette était le rendez-vous de tous les enfants du quartier, et de là partait la rue qui faisait justement 7 coudes, d'où les 7 tournants. J'ai encore à l'esprit, sans aucune difficulté, le plan exact, et je peux y placer de nombreuses petites maisons
et les jeunes camarades et garçons et filles qui les occupaient alors. Les amis de cette époque heureuse, je les ai encore en mémoire plus de 60 ans après, et j'ai revu en France Philippe, avec qui nous faisions les 400 coups. J'ai aussi voulu revoir les enfants du cadi Benhammer, qui habitaient une villa toute proche de la nôtre. Et c'est une belle histoire qui a ému bien de mes amis et que j'ai raconté dans mon recueil de nouvelles Retour au pays. Comme on le voit, l'Algérie n'est jamais très loin, et ce voyage qu'enfin je me décide à faire ne ressemblera à aucun autre de mes nombreux voyages. Jusque-là, j'allais à la rencontre de paysages, de villes, de sociétés pour les découvrir. Celui-ci, je vais faire un voyage dans l'espace, mais bien plus encore dans le temps. Je vais, comme les saumons de mes Pyrénées, remonter vers mon passé. Ce voyage va être un test. De mes voyages habituels, je reviens heureux d'avoir vu de nouveaux paysages, parcouru de nouvelles villes, mais je quitte ces pays sachant que je n'y reviendrai probablement plus, sans tristesse et sans réel regret. Si, à mon retour d'Algérie, je ressens la même chose, c'est alors c'est qu'alors le lien qui m'a lié tant d'années à cette terre sera coupé, l'Algérie sera redevenue un pays comme les autres, parmi les autres. Je suis parti avec l'idée d'un test. Arriverai-je à vivre dans ce pays, à Alger, à Constantine, à Sétif, libre de mes mouvements, pouvant me promener ici et là sans contrainte et sans être ennuyé d'une manière ou d'une autre? Si je parvenais à déambuler dans ces villes comme je l'ai fait tant et tant de fois, à Rome, Lisbonne, Venise et évidemment Paris, alors l'Algérie deviendra à son tour un lieu de séjour renouvelé où je continuerai un des plaisirs de ma vie, la déambulation dans les rues des villes, sans but et au gré de mes humeurs. Ma méconnaissance de l'Algérie d'aujourd'hui et les préjugés que j'avais à l'égard de ce pays, nourris probablement par une information parcellaire, me conduisaient à me demander si je pourrais circuler librement et seul. C'était même un critère de la réussite de ce voyage, car je n'aime pas beaucoup tout ce qui est trop organisé. S'il me fallait sans cesse l'accompagnement d'un guide, sans liberté réelle d'aller et venir à ma guise, cette contrainte aurait enlevé tout charme au voyage. J'ai cependant organisé ce périple en recourant à un chauffeur qui me servait de guide, d'interface, serait là pour assurer mes déplacements et ma sécurité dont je n'étais pas sûr qu'elle soit totale. C'est la première fois qu'au cours de mes nombreux voyages, je m'en suis remis totalement à quelqu'un, au point qu'atterrissant à Alger, je ne savais pas quels seraient les hôtels dans lesquels je séjournerais, ni le parcours précis que j'allais suivre. Je voulais qu'aucun souci d'intendance ne pollue mes retrouvailles. Je ne regrette pas ce choix, car Afid, mon guide, a été précieux et d'une compagnie à la fois attentive et discrète. Il a, je crois, participé à mon émotion de retrouver mon pays et a eu à cœur de faciliter ces retrouvailles. Je me suis vite rendu compte que j'aurais pu sans difficulté circuler librement, moi-même et en sécurité dans ce pays. J'ai donc eu tout le temps de ce voyage 2 personnes, mon ami Rachid et mon guide Afid qui m'ont suivi partout, qui ont participé avec moi à la recherche des lieux de mon passé,
qui ont partagé à chaque instant les émotions qui étaient les miennes, à la vue de tous ces endroits de mon enfance et de ma jeunesse. Ils ont, je crois, aimé cette quête du passé à laquelle je me livrais. Il ne s'agira aussi de ne pas se jouer de mots et de dire clairement, sans je ne sais quelle illusion, la déception, l'enthousiasme ou l'indifférence. Oui, ce sera l'un de ces 3 mots qui pourra résumer ce voyage ou comme souvent dans la vie, un mélange subtilement dosé de ces 3 sentiments. Ce sera: «J'y retournerai» ou «Ça n'était donc que cela». Ma décision prise, j'ai fait 2 allers-retours à Bordeaux pour déposer ma demande de visa au consulat d'Algérie. La nécessité de cette demande m'a fait toucher du doigt que, désormais, l'Algérie était bien pour moi un pays étranger, plus étranger que d'autres, puisque je voyage souvent et le plus souvent sans visa. Je le savais, mais là les choses sont claires. Bien sûr, je comprends parfaitement que l'Algérie applique la règle de la réciprocité. La France exige des visas, quelquefois sans générosité et de manière humiliante, parfois tatillonne, et ce pays indépendant fait de même. Comment le lui reprocher? Mais pourquoi ne pas le dire? J'aurais aimé que, nés de parents et de grands-parents, nés eux aussi là-bas, et ayant vécu 18 ans, je puisse y être accueilli sans fanfare, bien sûr, mais sans formalité. Mais qu'ont à faire les sentiments personnels, les émotions face à l'histoire et à la politique? Alors, le visa obtenu, j'ai crié hurrah sur les réseaux sociaux. Rien ne m'empêche plus de faire ce voyage si longtemps attendu. Au moment d'organiser ce voyage, j'avais envisagé de faire un circuit Camus, en visitant tous les lieux qui en Algérie rappellent sa vie. Alger, son quartier Bellecour, sa maison devant le monde, Tipaza, Djemila et beaucoup d'autres. Mais c'est aussi à ce moment même que j'ai lu l'essai de Stéphane Babet, Camus, une passion algérienne, et cet auteur m'avait précédé. Il avait lui aussi fait ce périple, avait visité les lieux camusiens et les avait merveilleusement décrits, en soulignant ce que ces lieux avaient apporté à l'écriture et à la philosophie de Camus. Je ne pouvais dès lors que renoncer non pas à visiter ces lieux, mais à les écrire au risque de redire sans doute plus mal ce qu'il avait si bien dit. J'ai donc atterri à Alger le 4 mai et, comme me l'avait suggéré Afid, nous sommes aussitôt partis vers Sétif. Il y avait là une certaine logique. Dans le fond, Sétif, même si je n'y ai pas vécu, que je n'y ai vécu que quelques mois, est le berceau de ma famille paternelle. Là, si je puis dire, où tout a commencé. C'est d'ailleurs Sétif qui faisait l'objet de mon premier livre. Mais quittant l'aéroport de Maison-Blanche, aujourd'hui Ouari Boumedienne, j'ai aperçu très vite à un croisement de route le nom de Kemis el Keshna, l'ancien Fondouk, le petit village colonial de ma grand-mère maternelle. Ainsi, en ce tout début de voyage, les 2 endroits fondateurs de ma vie se sont trouvés liés un instant et je n'ai pu qu'en être ému. Arrivés à la tombée de la nuit, nous avons pris la route pour Sétif, où nous sommes arrivés vers minuit. Je n'ai donc rien vu des paysages, sauf quelques lumières éclairant des villages dans la campagne.
L'autoroute nous a permis un voyage agréable que j'ai pensé à la vieille route d'Alger à Sétif, qui traversait de magnifiques paysages, mais à l'époque dangereux. Route que j'ai prise un jour de mai 1962 avec mon père pour devenir quelques mois pensionnaire au lycée de Sétif pour fuir le déchaînement fou d'Alger. C'est à ce lycée, Albertini à l'époque, Kérouani aujourd'hui, que j'ai réservé ma première visite le lendemain matin. En mai 1962, mon père, voulant me soustraire aux agissements de l'OAS qui recrutait les jeunes gens à Alger, m'a conduit à Sétif, sa ville natale, pour que j'y sois pensionnaire au lycée, que je termine mon année scolaire et que je passe mon second baccalauréat dans des conditions plus paisibles qu'à Alger à cette époque. J'avais donc passé 3 mois dans cet établissement, ne sortant que le week-end pour aller chez ma grand-mère au faubourg des Jardins. Comme je l'ai écrit dans mon premier livre, j'avais passé un séjour à la fois un peu triste, n'ayant pas apprécié ma qualité de pensionnaire, mais heureux, les week-ends, de goûter pour la première fois à la liberté loin de mes parents. Cette visite du lycée était donc chargée de souvenirs mitigés, à la fois tristes et heureux. Nous avons eu la chance de tomber dans le hall d'entrée sur l'intendant du lycée en discussion avec le proviseur, et quand ils ont su ma motivation, ils m'ont accompagné longuement tout au long de la visite, me faisant redécouvrir les cours, les salles de classe, l'internat, ces lieux de ma vie en mai et juin 1962. Puis, ils ont voulu consulter avec moi les vieux registres pour y retrouver ma trace. Nous n'avons trouvé aucune mention de mon nom, sans doute parce qu'arrivé en fin d'année, je fus inscrit à part. Mais j'ai par contre retrouvé dans les années 1920 la trace de mon père sur une ligne de ces vieux registres, et ce fut un moment d'émotion où surgissait tout à coup le jeune adolescent que fut mon père dans ce Sétif d'autrefois. Je dois dire que ce fut dans tout ce voyage le seul moment de vraie émotion, celle qui empêche pendant quelques instants de parler et qui noie le regard. Pourquoi n'ai-je plus par la suite ressenti pareille émotion devant les maisons que nous avions occupées, les écoles que j'ai fréquentées et les cimetières que j'ai aperçus? Sans doute parce que, protestant de culture, je maîtrise assez bien mes émotions, mais surtout parce que les lieux ainsi visités avaient tellement changé que je ne les reconnaissais pas vraiment. Les lieux étaient là, les pierres subsistaient, mais l'âme de ces maisons s'était envolée, alors que sur une simple ligne d'un registre, le nom d'André Riff faisait remonter toute une histoire. Après cette visite, je suis parti à la recherche de la maison de mon grand-père, Arnold, au faubourg des Jardins. Là même où, pendant ces quelques mois du printemps 1962, je passais mes fins de semaine. Demandant mon chemin, peu de personnes se souvenaient de ce nom, faubourg des Jardins. J'ai fini par le trouver et j'ai commencé la descente de la rue, essayant de trouver la maison. Au moment où je repérais la maison voisine, restée tout à fait semblable à ce qu'elle était autrefois, un hasard extraordinaire s'est produit qui me fait douter que le mot hasard soit ici approprié. Alors que je me demandais à un passant s'il savait où se trouvait la maison de monsieur Riff,
il prononça le prénom de mon grand-père, Arnold, et il s'avéra que ce passant était le fils d'Amar, lequel avait été employé de mon grand-père pendant plus de 30 ans et avait habité un local situé sous la maison des Faubourgs. Ce prénom de mon grand-père, prononcé ainsi, là, sur ce trottoir devant sa maison, plus de 60 ans après sa disparition tragique, fut un moment émouvant également. Voilà donc qu'il n'était pas oublié, ici, à Sétif. Et cette évocation par le fils d'un de ses employés me laissait penser qu'il fut un employeur juste et humain, et ce simple prénom, prononcé dans ces conditions, m'a semblé comme une sorte de justice qui lui était rendue. Nous avons évoqué ce passé lointain en parcourant ce qui restait de la maison. Cet homme qui me renseignait, je l'avais à coup sûr croisé alors qu'il était un enfant et que j'ai passé à 18 ans mes fins de semaine chez ma grand-mère. Heureuse rencontre, surgissement inattendu du passé. Par contre, la maison n'était plus ce qu'elle avait été. La petite barrière devant sa façade sur la rue, détruite et remplacée par un haut mur en ciment, non crépi, interdisant tout regard et donnant un aspect blockhouse à ce qui était une façade classique et ouverte sur la rue. J'ai retrouvé cet enfermement un peu partout dans le pays, et pour moi cet enfermement est symptomatique d'un mal, celui de la peur du regard de l'autre. Je ne suis pas exhibitionniste, mais un peu d'air frais ne fait pas de mal, et qu'a-t-on à cacher ainsi? Plus grave, la belle et vaste terrasse à l'arrière de la maison a été construite. Les pièces qui ont été édifiées ne sont pas finies, comme hélas beaucoup de constructions dans le pays. La maison qui respirait par sa terrasse ouverte sur le parc en est défigurée et est devenue, j'ose le dire, une sorte de taudis. Enfin, le grand parc qui s'étalait en pente douce sous la terrasse, rempli à l'époque d'arbres et de fleurs, a disparu pour laisser place à une école, et il n'y a donc plus derrière la maison qu'un tout petit espace d'à peine quelques mètres carrés, bordé ici encore par un haut mur de ciment. J'avais sur moi une vieille photo en couleur sur laquelle une partie de la famille autour de mon grand-père Arnold se tenait sous un arbre au milieu d'une terre herbeuse par endroits, fleurie. Elle me permettait de mesurer le désastre. La belle maison que j'avais dans mon souvenir et dans laquelle la famille a tant de souvenirs n'était plus qu'une sorte de taudis triste et sans charme. Face à un tel spectacle assez désolant, il n'y a pas vraiment d'émotion, mais plutôt une sorte de regret et de constat que tout est bien fini. Heureusement que la rencontre avec le fils d'Amar a en quelque sorte sauvé cette visite qui n'aurait été sans cela que désolation. Quittant ce faubourg des Jardins, qui ne mérite plus son nom, nous sommes partis à la recherche des locaux de la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, dont mon grand-père Gottlieb et mon grand-père Arnold furent les directeurs pendant des années et dont j'ai raconté l'histoire dans mon premier livre. Qui connaît aujourd'hui, à Sétif, l'histoire pourtant importante, même si elle est controversée, de cette compagnie de colonisation? Je crains que plus personne, et surtout aucun jeune, ne sache ce que cette compagnie, et donc mon arrière-grand-père Gottlieb et son fils ont apporté à l'agriculture dans cette région d'Algérie. Les locaux de la compagnie se trouvent sur le même axe, mais à l'opposé,
après avoir traversé le centre-ville et ses arcades. Ce grand bâtiment, avec son jardin, et accolés à lui de grands silos à grains qui montrent la puissance de cette société suisse, sont restés, eux, en l'état et bénéficient d'un entretien convenable. Je suis entré avec émotion dans le hall, sur la droite duquel était le bureau de mon grand-père. Le hall et les escaliers sont de belles proportions et conduisent aux appartements de l'étage. Rien n'a changé, et même si je ne suis pas entré dans les appartements qu'occupait ma famille, il m'a été facile de repenser notamment au Noël d'enfants que nous avons passé dans la fébrilité de l'attente au milieu de nos cousins. Cependant, ces locaux, restés dans leur jus, m'ont moins marqué que les nombreux papiers que j'ai en son temps consultés aux archives de Genève pour écrire mon premier livre. Ces vieux papiers, ces rapports quasi quotidiens qu'envoyaient mon grand-père Gottlieb et mon grand-père Arnold au siège de la compagnie à Genève, étaient beaucoup plus évocateurs de la vie de mes aïeux que ces murs qu'ils ont connus. Derrière, dans le jardin, j'ai aperçu le premier étage du bâtiment, parcouru tout au long par un balcon. Les volets étaient fermés, mais je voyais clairement là, derrière ces volets, le grand salon et le seul souvenir qui lui était rattaché. Un soir de Noël, avec le grand sapin trônant dans la pièce, tout garni de boules, d'étoiles, de lampes multicolores et de fils scintillants, sapin très haut et très beau, qui devait rappeler à mes aïeux leur Suisse ancestrale. J'avais trouvé ce Noël-là perdu aujourd'hui dans la chronologie, une petite locomotive à vapeur qui fonctionnait après qu'on eut chauffé l'eau de sa citerne avec de l'alcool à brûler. Là encore, derrière ces volets fermés, se trouvait une chambre dans laquelle, ce Noël-là encore, j'avais été consigné avec ma sœur, mon frère et quelques cousins, en attendant dans la fébrilité le signal libérateur qui nous permettrait d'atteindre le pied du sapin et les cadeaux du Père Noël. J'aurais voulu visiter cet appartement, mais je n'ai pas osé en faire la demande et je me suis dit qu'il n'était pas mauvais, que je garde encore quelques mystères. Se dressait aussi la fameuse tour dont j'avais gardé un souvenir de terreur, après qu'enfant, seul ou avec d'autres, j'avais monté les marches jusqu'à son sommet. En réalité, cette tour pas très haute, je me demandais en la voyant comment elle avait pu m'inspirer cette peur, et désormais, ce souvenir d'une peur enfantine avait disparu. Là encore, j'avais vu, et c'en était fini des imaginations. Décidément, restés en l'état ou complètement modifiés, ces vieux murs m'ont laissé assez indifférent. Et il en sera de même du vieil hôtel de France que j'ai recherché, car c'est là qu'en 1964 est mort mon grand-oncle Émile, seul, toute sa famille ayant quitté l'Algérie en 1962. Âgé, il avait voulu demeurer à Sétif et ne recevait dans visite dans sa chambre d'hôtel que de quelques amis encore là et d'un jeune coopérant qui s'était pris de sympathie pour ce vieillard abandonné. Lui qui avait été riche, qui avait possédé le joli domaine de Biroumada, avait tout perdu, mais demeurait attaché à ce coin de l'Algérie qu'il avait vu naître et qu'il avait aimé. Il ne se voyait pas à son âge d'avenir en France, et je ne peux que le comprendre. Mon père, en 1963, au cours d'un bref séjour à Sétif, lui avait rendu visite et correspondait avec lui. En quittant les locaux de la compagnie, qui furent construits par mon arrière-grand-père à quelques cents mètres sur le trottoir d'en face, le temple protestant m'apparut, aujourd'hui transformé en mosquée.
Le temple a été conservé, l'on voit encore les contours et la toiture de tuile rouge, mais il a été prolongé par un bâtiment qui l'entoure complètement. C'est donc dans ce temple devenu la mosquée Bilal que plusieurs générations de Rifs ont participé au culte. Voilà que j'avais revu l'ensemble des lieux, peu nombreux en vérité, qui me rattachaient à Sétif. Il me restait à voir, si possible, le cimetière. J'ai l'habitude depuis longtemps, et cette habitude, je la tiens de mon père, de visiter dans les villes où je passe les cimetières. J'ai médité sur la vanité du monde dans le petit cimetière de Ménherbe, au bout du village, qui domine le château de Nicolas de Stel dans le Vaucluse. Dans l'île de San Michele à Venise, dans le vieux cimetière près de la tombe de Serge Diaghilev et d'Igor Stravinsky, au Père-Lachaise, dans le cimetière marin d'Hammamet, à Pau, bien sûr, au Gélase, à Tunis, où les milliers de tombes blanches montent à l'assaut de la vaste colline vers le mausolée de Lala Manobia, la sainte patronne de la ville, et dans bien d'autres encore, comme ce cimetière à Cattolico, à Rome, havre de paix, de fraîcheur, parc propice à la méditation. Il y avait des moments pour ces visites. J'aimais aller dans la matinée à San Michele. Le vaporetto qui m'y menait se remplissait peu à peu de vieilles vénitiennes, les bras chargés de bouquets et de pots de fleurs qu'elles allaient déposer sur la tombe de leurs proches. Ma visite finie, après le dernier tour dans le cloître de la vieille église, le vaporetto me reconduisait vers les vivants, et assis à une terrasse de la Fonda Montagno-V, le café ou un spritz s'il était plus tard, avait tout à coup un goût d'élixir de vie. Au Gélase, il faut aller tôt le matin quand l'air est encore frais de la nuit et que le soleil commence à peine à monter dans le ciel. La lumière est alors belle, très douce, et l'on sait que s'annonce une journée ensoleillée. À Ménherbe, j'aimais y aller alors que la nuit était déjà tombée, que dans la plaine que domine le cimetière s'allumaient petit à petit les lumières de Gordes, Robion, concurrencées par les étoiles dans le ciel. Dans ce décor de vieilles tombes délabrées, au milieu d'herbes folles, le cimetière prenait un aspect fantomatique, et l'on était pris de la légère crainte, irréfléchie, qu'un revenant nous frôle tout à coup. À Hammamet, après les remparts, où se trouvent les si belles maisons blanches, la promenade se poursuit le long de la plage et du cimetière. C'est un endroit agréable au coucher du soleil, et c'est là que les jeunes amoureux se font des serments pour l'éternité, la vie côtoyant la mort. Après donc tous ces cimetières visités, il me fallait voir celui de Sétif. Je ne l'avais jamais visité du temps de ma présence en Algérie. Pourquoi ai-je ressenti le besoin de visiter ce cimetière, comme je souhaiterais aussi, lorsque je serai à Alger, rendre visite à celui du Fondouk? La réponse n'est pas simple, car je ne crois pas à une survie quelconque et pour moi, rien ne subsiste que cendres et poussière. J'aime assez cette phrase que Chateaubriand déclare avoir découverte sur un tombeau romain: Hic jacet sinis et pulvis et nihil. Ici reposent des cendres, de la poussière et rien. Au surplus, ce cimetière de Sétif ne contient que de vieux morts inconnus de moi. Comme les lecteurs de mon premier livre le savent, mon grand-père Arnold et mon oncle Marcel ont été assassinés par la LN en 1957 et sont demeurés sans sépulture dans la campagne sétifienne. Je sais à peu près où
puisque mon père, officier de police judiciaire, avait reçu d'un de ses collègues le PV d'arrestation et d'exécution de mes parents, trouvés sur un combattant abattu. Nous l'avions appris également par un colon habitant la ferme près du Djebel Youssef et qui avait écrit à mon père: «Nos employés nous ont dit: il y a 2 personnes tuées là-bas, et comme nous avions appris à ce moment-là la disparition de votre père et de votre frère, nous avons pensé que c'était eux, mais nous n'avons pas osé y aller.» Ce que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi ils n'avaient pas alerté les autorités, ce qui aurait permis de donner une sépulture à mes parents. Passons, les temps étaient à l'époque si troublés. Repose donc dans ce cimetière ma grand-mère, reine des Champs, la première épouse d'Arnold. Sa disparition fut un drame pour mon père, encore très jeune, qui refusa le remariage de son père. Il en a écrit une nouvelle, parue en 1941, Le défaut de la cuirasse. Sont là aussi ceux que l'on appelait les Argentins, issus de Gottlieb, le fils aîné de mon arrière-grand-père, qui, à la suite d'une brouille avec son père, alla chercher fortune en Amérique du Sud. Je n'ai connu aucun de ces Argentins et assez peu leurs descendants. Ce cimetière ne me révélera donc au mieux que des noms inscrits sur des tombes. Et pourtant, je souhaitais vraiment le voir, aller visiter ces vieux morts oubliés. Outre les tombes ou tombeaux des Riffs, j'aurais cherché aussi la tombe de la famille Grosso. Et c'est là une histoire singulière. Lorsque j'ai publié en 1969 Algérie, Algérie, que me veux-tu? J'ai reçu quelques lettres émouvantes d'anciens d'Algérie que mon livre avait ému et qui me disaient des bribes de leurs propres histoires. Parmi ces lettres, celle d'une vieille dame à l'époque, Madame Grosso, qui évoquait sa vie à Sétif et la grande amitié qui avait lié autrefois son mari et mon grand-oncle Émile, deux êtres très dissemblables, m'écrivait-elle. L'un grand, fin, mon oncle Émile, l'autre plus trapu. Mon oncle Émile, souvent vêtu de blanc, le casque colonial sur la tête, l'autre petit, plus rond, l'un riche, l'autre simple artisan, mais qui s'entend bien et avaient tous deux la passion des longues marches dans la campagne autour de Sétif. Émile perdut un jour son ami et en demeura inconsolable. Il fit promettre à la famille d'être enterré dans le tombeau des Grosso aux côtés de son ami. Voilà pourquoi, en 1964, lorsqu'il mourut, seul dans sa chambre de l'Hôtel de France, dans un Sétif presque entièrement déserté par ses habitants européens, il fut inhumé selon son vœu dans le tombeau des Grosso. Je me suis pris à 2 fois pour tenter de visiter ces tombes et rien n'a été possible. J'avais envisagé, si j'avais pu accéder au cimetière, de déposer quelques fleurs sur les tombeaux des Riffs, des Grosso et sans doute ici et là sur des tombeaux dont les noms auraient évoqué pour moi ce lointain passé, ce monde fini. Cela aurait évoqué la dernière scène poignante de Quand passent les cigognes, la belle actrice Tatiana Samoïlova est sur le quai de la gare de Moscou et un train déverse son flot de jeunes soldats qui rentrent de la guerre. Elle apprend que son fiancé, lui, ne reviendra pas. On la voit alors distribuer une à une les fleurs du bouquet qu'elle lui destinait aux jeunes soldats et à leurs familles en liesse. Je n'ai distribué aucune fleur. Les 2 fois où j'ai tenté ma visite, les grilles sont demeurées fermées. J'ai fait le tour du cimetière le long d'un haut mur
vieilli et un peu crasseux, où l'on voit seulement les cyprès verts sombres qui dépassent. Le grand portail noir métallique était fermé par une chaîne, et à travers un tout petit trou au niveau de la serrure, j'ai aperçu la grande allée bordée de cyprès et quelques tombeaux qui m'ont paru bien entretenus. J'ai ressenti une frustration. Être là, si près, et ne pouvoir saluer mes vieux morts de sétif. Il y avait aussi un chien derrière le portail, dont je n'ai vu que le petit bout de la truffe de son museau, à qui le gardien, pour vaquer à d'autres occupations, avait confié le soin de veiller sur ce lieu. Ah, mes vieux morts de sétif, vous vous êtes ligués avec la source d'Ain Foura, dont on dit que si l'on boit son eau, on revient à sétif, et j'en ai bu. Peut-être, en effet, dans les années qui me restent, l'envie me viendra-t-elle de venir vous voir. Vous êtes bien seul depuis longtemps. Les ondes du souvenir doivent vous parvenir, mais leurs intensités diminuent d'année en année, et vous allez entrer, comme c'est le lot de chacun, dans des millénaires d'oubli. Et toi, petit chien dont je n'ai vu que le bout du museau, veille sur leur repos. Oh, tu n'auras pas beaucoup de travail, car les quelques habitants de cette île que j'ai rencontrés dans mes déambulations se sont montrés amicaux et chaleureux, et ne feront jamais rien contre ce lieu de mémoire. Demeurez donc en paix, mes vieux morts de sétif. Peut-être avez-vous senti ma présence qui tournait autour de ce haut mur. J'ai donc quitté Constantine, j'ai donc quitté Sétif sur cette frustration, car je suis passé pour une dernière tentative au cimetière le matin